Nous allons maintenant entendre la communication de M. Raphaël Ndiaye, qui va être lu par un jeune sénégalo-maroco-mauritano-français, M. Sarr, hein, qui est un doctorant et qui va parler à la place de Raphaël Ndiaye. Je signale que Raphaël Ndiaye est le directeur général de la Fondation Léopold Sédar Senghor. C'est un grand intellectuel, philosophe, anthropologue, bibliothécaire diplômé de bibliothèque économique, brillant vraiment, qui aurait souhaité être parmi nous aujourd'hui. Mais vous savez que la Fondation Léopold Sédar Senghor est en deuil. Aujourd'hui, c'est les obsèques du neveu de Léopold Sédar Senghor, le magistrat Basile Senghor, qui est le président, qui était, jusqu'à il y a 4 jours, le président du conseil d'administration de la Fondation Léopold Sédar Senghor. Brillant magistrat, il était malade depuis quelques mois et il nous a quittés. Raphaël, donc, ne pouvait, hélas, venir. Il est en train de s'occuper des obsèques de Basile Senghor. Raphaël devrait nous parler aujourd'hui, mais M. Sarr va le faire, de Senghor face à la pluralité et à la singularité culturelle. Quel défi au dialogue des cultures? Sujet important, mais je vais laisser M. Sarr prononcer ce texte. Vas-y, M. Sarr. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi de dire un mot avant de vous lire la communication, remercier les organisatrices de cet événement et de nous avoir donné en tant que doctorants l'occasion de participer à cette auguste assemblée. Et merci au nom de tous les doctorants qui sont là. Alors, je m'en vais directement vous lire la communication. Notre monde actuel est parcouru par tant de pauvreté et d'inégalité, d'injustice et de conflits armés, d'actes de terrorisme et autres défis qui ont achevé d'installer la peur et l'insécurité un peu partout. Les actes de terrorisme sont fondés, en particulier, sur une prétendue détention exclusive d'une vérité unique qui dénie toute dignité à autrui et le voue à la mort. Et nombreux sont ceux qui prennent les routes incertaines de la migration en défi qui défient les fondements d'une solidarité panhumaine ainsi que la cohérence des regroupements sociaux et la stabilité des nations entières. Dans un tel contexte, comment engager un dialogue des cultures et des peuples qui suppose d'abord l'acceptation de l'autre comme interlocuteur? Déjà, dans la dernière décade du XXe siècle, Samuel Huntington soulignait la prépondérance du déterminisme des affinités entre cultures, en ce qu'elles construisent des ensembles cohérents. Et face à l'islam, perçu comme une menace et une Chine montante, il concevait les rapports entre les civilisations en termes de choc plutôt que de dialogue. Or, le caractère multiple et divers du réel est une évidence, expérimentée dans la quotidienneté de notre vécu. Chacun de nous est un être singulier, mais selon les cas et les situations, cette singularité peut paraître déroutante, voire repoussante. Elle peut faire de l'étranger une étrangeté qui inspire la méfiance, la défiance et la peur, en donnant naissance à l'inimité, si ce n'est à l'agressivité. Cet étranger revêt même quelquefois les traits d'un ennemi, réel ou potentiel. Du champ de la personne individuelle à celui de la culture, la diversité parcourt les êtres et les sociétés à travers les strates, autant qu'à travers les communautés, les peuples et leurs cultures. Dans la société sérère de Léopold Sédar Senghor, parce qu'après sa naissance, l'enfant sort le 8e jour de la chambre où il est veillé dans l'inimité pour être baptisé, on formule sur ce petit être qui fait son entrée dans la vie sociale le souhait suivant. Pour ne pas offenser le président, mon esclave sérère, je ne vais pas écorcher ces mots en sérère. Je vais me contenter de vous lire la traduction. Je cite, « Ne manque pas d'ennemis, mais qu'aucun ennemi ne puisse te nuire. La société a pleinement conscience des difficultés qui l'attendent, qui font de l'existence un combat constant. » Citation.
La volonté d'exister et de préserver dans l'être se traduit par l'affirmation de soi, qui, poussée de façon outrancière, se mit en volonté de domination jusqu'à l'anéantissement de l'autre. La Bible établit que le premier meurtrier de l'humanité est Caïn, le fils aîné d'Adam, et contre Abel, son propre frère. On ne saurait donc s'étonner de la constance et de la permanence des conflits dans le monde. Mais il y a des formes de domination plus subtiles, car médiatisés par la culture, les peuples dominants, à une époque donnée sur une période donnée, ont recouru à celle-ci pour mieux asseoir leur domination. Il faut dénier à la culture du vaincu toute dignité, pour saper la dignité de ce dernier. Pour y réussir durablement, il faut d'abord affirmer l'infériorité de la culture du vaincu, afin qu'il la rejette de lui-même et adopte celle du vainqueur. Dès lors, ce dernier s'incorpore en lui de façon insidieuse, en devenant la norme directrice. C'est le danger que Senghor a perçu à un très jeune âge et ses années de formation à Ngassoville, entre 1914 et 1923. Je cite, « Fontaine plus tard, à l'ombre étroite des muses latines que l'on proclamait mes anges protecteurs. Puis de pierre, Ngassoville, vous n'apaisâtes pas mes soifs. Mais après les pistaches grillées et salées, après l'ivresse des vêpres et de midi, je me réfugiais vers toi, fontaine des éléphants à la bonne, ô balbutiante. Vers vous, les anciens, aux yeux graves qui approfondissent toutes choses. » Fin de citation. Lorsqu'il rejoint le collège séminaire Liberman à Dakar, il est confronté à cette vision de sa culture jugée inférieure. Sa réaction contestataire, renouvelée, lui vaut une exclusion du collège séminaire et l'abandon de l'objectif qu'il avait assigné à sa vie, devenir prêtre. Je cite, « Le collège séminaire avait le grave défaut de nous déraciner du terroir, de nos valeurs, de nous faire croire que la culture française, c'est-à-dire l'esprit de la civilisation, était supérieure à celle de l'Afrique. » Fin de citation. Après avoir perdu 2 années à pleurer toutes les larmes de son corps, dit-il, et rejoint en octobre 1926 le cours laïque d'enseignement secondaire, futur lycée Vannes, puis Lamine Gueye de Dakar, il est admis en classe de seconde avant de rejoindre 3 mois plus tard, la classe de première. C'est à l'issue de cette expérience que la nouvelle vocation de sa vie lui est apparue avec évidence. Je cite, « C'est alors que l'idée s'ancre au plus profond de moi. L'idée non pas le mot d'une civilisation noire différente, mais égale. Depuis cette année de collège, le but, plus exactement le sens de ma vie, a été de prouver et de vivre cette idée. » Fin de citation. Les apports de l'anthropologie et de l'ethnologie lui serviront de base pour le conforter dans ses convictions. Mais celles-ci sont d'abord fondées sur son vécu au royaume d'enfance, où il a été pétri de sa culture sérère par son oncle maternel et maître initial, Toko Wali, dont, je cite, que ma compagne, Cora et Balafon, écrit à Château-Gontier en octobre-novembre 1939. Il a également, je cite, un passage, « Toko Wali, mon oncle, te souviens-tu des nuits de jadis, quand j'apaisantissais, excusez-moi, j'ai écorché, mais je suis obligé de poursuivre, ma tête sur ton dos de patience, j'y arrive, ou que me tenant par la main, ta main me guidait par ténèbres et signes. Toi, Toko Wali, tu écoutes l'inaudible et tu m'expliques les signes que disent les ancêtres dans la sérénité marine des constellations. » Fin de citation. Dans un contexte colonial
dont le maître mot était l'assimilation, Senghor, comme tant d'autres, a ressenti cette double atteinte à sa dignité individuelle et à celle de sa culture d'origine, qui s'élargit très vite à la culture africaine. Il se rebelle avec ses compagnons de lutte. Face à cette blessure ontologique, il témoigne. Dans quelles circonstances avons-nous, Aimé Césaire et moi, lancé dans les années 1983-1935 le mot négritude? Nous étions plongés avec quelques autres étudiants noirs dans une sorte de désespoir, panique. L'horizon était bouché, ni les réformes en perspective, et les colonisateurs légitimaient notre dépendance politique et économique par la théorie de la table rase. Nous n'avions, estimait-il, rien inventé, rien créé, ni sculpté, ni peint, ni chanté. Des danseurs, et encore, pour asseoir une révolution efficace, notre révolution. Il fallait d'abord nous débarrasser de nos vêtements d'emprunt, ceux de l'assimilation, et affirmer notre être, c'est-à-dire notre négritude. Fin de citation. Dans une volonté ferme d'affirmation de sa culture et de dénonciation de la colonisation, et alors qu'il est à Tours, il écrit dès 1936, suite à l'invasion de l'Éthiopie par l'Italie, le poème à l'appel de la race de Saba, pour protester contre cette tentative de colonisation de la nation africaine qui n'avait jamais été colonisée. Puis il écrit Nuit de Cine en 1938 pour marquer son ancrage à son royaume d'enfance et à sa culture. Mais en se réfugiant dans la négritude, il réalise s'être enfermé dans un piège, un ghetto véritable. Sur ce vécu partagé, il finit par poser un regard lucide. Je cite, « Il n'empêche, dans les premières années du mouvement au quartier latin, la négritude a été, volontairement, je le reconnais, une sorte de ghetto moral, ghetto teinté de racisme dans la mesure où, dans l'enthousiasme du retour aux sources et de la découverte du Graal noir, pour parler comme Sartre, nous trouvions insipides les valeurs albo-européennes, la raison discursive avec sa logique rigide et sa froide mathématique, avec sa nature plus vraie que nature et ses parallélismes symétriques monotones, et Césaire lança la bombe qui explosa. 2 et 2 font 5. Fin de citation. Et lui-même, Senghor, lança cette autre bombe qui lui a valu, depuis lors, tant de querelles. L'émotion est nègre, comme la raison hellène. Au plan esthétique, il opposera à ces parallélismes symétriques monotones le parallélisme asymétrique, caractéristique de l'art nègre et de l'architecture soudano-sahélienne, et illustré par sa propre maison à Dakar, surnommée de ce fait les Dents de la mer. Abdou Silla, avec qui il a échangé de nombreuses fois sur le sujet, le présente de la sorte. Le parallélisme asymétrique est perceptible sur les statuettes de l'art africain traditionnel, mais également sur les tableaux de peinture moderne. Un axe vertical au centre du tableau ou au milieu de la statuette la partage généralement en deux parties jugées habituellement identiques, c'est-à-dire égales et exactement symétriques. Or, cette symétrie est en réalité illusoire, c'est au fond une symétrie asymétrique, en ce sens que les deux parties ne sont jamais rigoureusement égales, semblables. En poésie, face à la monotonie des rimes de l'alexandrin, Senghor opte pour le vers libre et la parole rythmée de la poésie africaine. Il écrit en octobre 1956 dans l'esthétique négro-africaine, je cite, « Le rythme ne naît pas
ici de l'alternance de syllabes longues et de syllabes brèves, mais uniquement de l'alternance de syllabes accentuées, et de syllabes atones, de temps forts et de temps faibles. Il s'agit d'une versification rythmique. Fin de citation. Décilé par le nazisme, dont il a expérimenté l'absurde et le tragique dans les camps de concentration, en manquant de peu d'être fusillé, Senghor écrit les poèmes du recueil Ostinoir, et parmi ces derniers, une œuvre majeure, Prière de paix, qui clôt le recueil et qu'il dédie à Georges et Claude Pompidou. Je cite, « Seigneur Dieu, pardonne à l'Europe blanche. Il est vrai, Seigneur, que pendant 4 siècles de lumière, elle a jeté la bave et les abois de ses molosses sur mes terres. » Fin de citation. La volonté d'affirmation sereine de sa culture se double d'une découverte de la diversité culturelle grâce à l'anthropologie, avec ses maîtres en Sorbonne, entre autres, Paul Rivet, Marcel Mauss, Lilias Hamburger, excusez-moi si j'ai écorché, pour la linguistique et les langues africaines, avec une place spéciale à Léon Frobenius. Cette diversité est particulièrement marquée en Afrique subsaharienne, dont la pluralité ethnolinguistique est estimée à quelques 1250 langues par Jacques Maquet, soit le quart des langues du monde entier. Sa nomination en novembre 1944 à la tête de la chaire des langues et civilisations négro-africaines à l'École nationale de la France d'outre-mer lui donne l'opportunité d'une étude attentive des cultures africaines dans leur pluralité et leur diversité. Mais puisqu'il est question d'un dialogue des cultures, il faut nous entendre sur le contenu de ce terme. Qu'est-ce que la culture? L'école du relativisme culturel, quoiqu'elle emprunte au lexique de l'époque le concept de culture primitive, une façon de marquer l'archaïsme des cultures concernées, a défini en 1871 la culture comme un tout complexe qui inclut les connaissances, les croyances, l'art, la morale, les lois, les coutumes et toute autre disposition et habitude acquise par l'homme en tant que membre d'une société. Fin de citation. C'était à l'initiative de l'anthropologue britannique Edward Burnett avec son ouvrage Primitive Culture. D'autres écoles vont voir le jour qui proposeront d'autres définitions de la culture, fonctionnalistes, évolutionnistes, diffusionnistes, structuralistes, etc. On s'est ainsi retrouvé devant de multiples définitions de la culture selon l'angle sous lequel on se pose. Ainsi, en 1952, Alfred Kroeber et Clyde Kluckhohn, dans leur livre Culture, A Critical Review of Concepts and Definitions, ont établi une liste de plus de 200 définitions différentes du mot culture. Il revenait à l'UNESCO, organe des Nations Unies dédié à l'éducation et à la culture, de conduire les rencontres idoines pour que la communauté des États membres et celle des chercheurs arrivent à une définition partagée. Question cruciale pour elle, s'il en est. Au terme de nombreuses rencontres, elle a retenu la définition consensuelle suivante de la culture à l'issue de la conférence mondiale sur les politiques culturelles tenue à Mexico City du 26 juillet au 6 août 1982. Je cite, « La culture, dans son sens le plus large, est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. » Fin de citation.
Dans cette compréhension, la culture se développe en valeurs, normes, institutions et artefacts. Dès lors, il devient évident qu'il n'y a pas de peuple sans culture, parce que, face au réel, tous définissent à travers ce tout complexe une attitude, une préhension, une organisation, une vision du monde selon leur génie propre, avec, à côté des performances technologiques dont l'évidence brouille la vie et le jugement, les aspects intimes tels que le bonheur, la santé, la joie, des choses exquises, je cite là encore, raffinées, telles que la cuisine, l'habillement, l'artisanat, l'art ou raffinement du bien dire dans la langue. Fin de citation. Citation de Guy Zerbo. Cette compréhension des cultures qui établit leur pluralité et leur diversité entraîne également leur reconnaissance et leur complémentarité et partant implique des relations équitables entre nations porteuses de ces cultures. Or, il persiste un état du monde fondé sur des rapports nord-sud d'exploitation et une détérioration des termes des échanges entre nations. Les relations nord-sud, instituées en termes de dialogue, ont également nourri la réflexion de Senghor. De son point de vue, ce dialogue doit inclure une dimension culturelle à côté de la dimension économique. Mais Senghor constate, pour le déplorer, que malgré les nombreuses rencontres internationales portant principalement sur le sujet, les progrès enregistrés sont infimes. Je cite Jean-Jacques Servan-Schreiber, nous apprend dans son défi mondial que depuis la première conférence organisée en 1974 sur le thème Nord-Sud, 2000 conférences, symposiums et autres colloques se sont tenus. Tous, hélas, se sont soldés par un échec. Comment assurer l'avènement d'un dialogue des cultures dans un contexte de rapports inégaux et inéquitables qui font perdurer l'exploitation de type colonial, avec un nord nanti qui surexploite un sud démuni et exsangue? Les matières premières du sud sont bradées et les investissements du nord dans le sud assurent une plus-value à l'avantage du nord par des retours aux investissements dont les montants sont supérieurs aux flux du nord. Devant le Congrès... Monsieur Sarr, oui? Je crois qu'on va arrêter la lecture, puisque le document sera disponible. Lise la conclusion? Oui, voilà la conclusion. D'accord. J'en beaucoup, hein. La conclusion de la conclusion. Ce n'est pas facile d'être à la place de M. Ndiaye. Hein? Alors, conclusion. Tu prends la dernière page, tu prends quelques... Bon, le dernier paragraphe, la dernière page. D'accord, je vais juste lire. Ce n'est pas du tout cohérent, mais bon, je vais lire. La mutation de l'ONU de 1945 en une fédération mondiale des nations doit permettre de faire face efficacement aux défis de l'époque actuelle. Ces défis, listés par le préfacier, ont nom mondialisation économique, dégradation de l'environnement, prolifération nucléaire, déséquilibre croissant entre les niveaux de vie des pays du Nord et des pays du Sud. Et pour finir, il termine sur une citation de Joseph Kizerbo. Immense programme que cette mutation... Pardon, ce n'est pas une citation, il a référencié. Immense programme que cette mutation dont l'avènement pourrait aider à la réalisation de la civilisation de l'universel par le dialogue des cultures, comme formulé par Senghor. Mais ce dialogue demeure un défi planétaire pour notre monde contemporain, car nombre de nations et de communautés humaines s'enferment dans les frontières de leur singularité, frontières en béton armé, selon l'expression de Joseph Kizerbo, ou tenues dans l'inimité des consciences. Et c'est fini.